Hey, cher ami, Oui, comment ça va? merci. Merci d'avoir accepté votre invitation. Merci d'être là. C'est moi qui vous remercie. Ça a été un plaisir. Merci. Voilà. Mon vice-président, Tidiane Moula, vice-président de l'Union des journalistes citoyens de France. Heureusement, je n'ai pas demandé mon frère. Non, en fait, Tidiane est très connu. Merci d'être venu. Si vous avez déjà passé mes voix, merci beaucoup. Merci. Blaise Bossier, du quotidien L'Inter, secrétaire général de l'ONU. C'est là mon bonjour à toute la rédaction de l'humanité. Merci. Merci. Augustin Lobé, la voix de la diaspora, et aussi commissaire aux forces. C'est moi qui regarde comment. On va y aller, s'installer pour. Merci. Merci, Monsieur le ministre Charles Bégoudé. Je suis Jean-Paul Auro, président de l'Union des journalistes ivoiriens de France. Je viens avec mes confrères vous exprimer notre solidarité depuis votre acquittement le 19 janvier 2019. Ça a été pour nous, pour beaucoup d'entre nos journalistes ivoiriens, un grand moment de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Vous avez parlé avec la presse étrangère, je pourrais dire, les médias français, les médias occidentaux. Vous avez rarement parlé avec les journalistes ivoiriens. Et nous avons introduit une demande auprès de vous pour obtenir une audience au fait de venir prendre langue avec vous et échanger sur un certain nombre de questions vous concernant et aussi concernant l'actualité sociopolitique ivoirienne. Merci d'avoir accepté de nous recevoir. Nous avons fait le déplacement depuis Paris. Je l'ai fait avec un certain nombre de confrères que je vais vous présenter, ceux qui vont nous faire l'honneur de vous poser des questions. J'ai sur votre gauche, à commencer, Blaise Bossier, du quotidien L'Inter. À sa gauche, Tidiane Moula. Il est le directeur de publication de la Web TV I21 TV. À la gauche de Tidiane Moula, Francis Banzi Taki, anciennement directeur de publication du périodique ivoirien et satirique L'Éléphant déchaîné, aujourd'hui vivant à Paris, mais il reste correspondant de ce périodique L'Éléphant déchaîné. Celui qui tient la caméra, Tibé Kipré, anciennement au quotidien L'Expression, ici aujourd'hui à Paris, il reste auprès de la chaîne de télé d'un aîné, Benzaoui, à BZT TV. À côté derrière sa caméra, Ali Bamba Diabito, anciennement correspondant de BBC à Abidjan, aujourd'hui ici à Paris. Il est à la tête de lui-même sa propre télévision, Web TV, DSNB TV. À côté de Diabito, Augustin Lobé, animateur sur la chaîne de radio La Voix de la Diaspora, une web radio. Et à mes côtés ici, il y a Herman Dia, journaliste et webmaster à Event News TV. Et moi-même, naturellement, Jean-Paul Auro, journaliste correspondant du quotidien ivoirien L'Intelligent d'Abidjan et correspondant et rédacteur au quotidien, au magazine panafricain Afriki Press. Voilà ceux avec qui vous allez prendre langue. En tout cas, je réitère encore une fois, merci Monsieur le ministre d'avoir accepté de nous recevoir ici à l'Aïe. En tout cas, merci à vous, Monsieur Jean-Paul Auro. Comme vous l'avez si bien dit, président des journalistes ivoiriens en France. Merci à tous vos confrères
qui ont fait le déplacement avec vous. Merci d'être venu jusqu'à La Haye ici. C'est vrai, depuis que le président Gbagbo et moi nous avons été acquittés, beaucoup de médias occidentaux ont formulé des demandes d'interview que j'ai acceptées dans le cadre des conditions qui m'ont été fixées. D'autres médias africains ont formulé aussi des demandes. Nous avons aussi accepté cette demande-là et les interviews ont eu lieu. Je vais parler de Vox Africa, je vais parler d'Equinox, je vais parler d'Afrique Média, je vais parler de LCA TV au Burkina Faso et bien d'autres médias. C'est avec joie qu'aujourd'hui, je me retrouve en face des journalistes ivoiriens qui, à leur tour, ont fait des demandes auxquelles j'ai accédé. Je sais que beaucoup a été dit pendant que j'étais derrière les barreaux. Beaucoup continue d'être dit. Vous avez soif qu'on puisse échanger de l'actualité de notre pays. Eh bien, c'est avec joie ce matin que je me soumets à vos questions. Pour ne pas être trop long, je voudrais vous dire bonne et heureuse année. Ça fait 17 jours aujourd'hui que nous sommes dans la nouvelle année, mais c'est aujourd'hui qu'on se voit. Et à travers vous, je voudrais saluer toute la presse ivoirienne pour le travail qui est en train d'être fait, le travail de l'information que vous donnez. Chacun selon sa ligne éditoriale. En tout cas, en ce qui me concerne, je ne suis rien pour juger les autres. Chacun fait son travail. Moi, je suis politique. J'ai fait mon travail de politique. Vous êtes journaliste, vous faites le vôtre. Dès l'instant où j'ai accepté votre demande, de ce qu'on se voit aujourd'hui, je peux dire, je suis à votre disposition. Je me soumets à vos questions. Merci. Merci, monsieur le ministre. Je profiterai de mon statut. Je n'abuserai pas de président pour poser la première question. Pour revenir sur une chose, comme vous l'avez dit tantôt, vous, depuis votre acquittement, vous parlez beaucoup, comme certains le diraient, à la presse, aux journalistes, aux autorités politiques, vous les recevez. Pour quelqu'un qui, comme vous l'avez écrit vous-même dans votre livre, est revenu de l'enfer, quelqu'un qui, dans la clandestinité au Ghana, vous n'étiez pas en exil au Ghana, vous étiez dans la clandestinité. Pour quelqu'un qui a vécu 14 mois de détention, je dirais, au silence à la DST, quelqu'un qui a vécu 5 ans d'emprisonnement à la CPI. Quand vous parlez avec... Oh, et puis, en plus de cela, il y a 20 ans de condamnation, 20 années de condamnation à Abidjan, avec 10 ans de privation ou 10 ans d'inéligibilité. Mais quand vous parlez d'espoir. Quand vous parlez, vous vous projetez dans l'avenir constamment. Quand vous parlez, c'est quoi qui vous rend si confiant, en l'avenir? C'est quoi qui vous rend si confiant en votre destin? Merci, M. Oro. Vous avez d'abord parlé, comme vous l'avez dit, vous avez parlé de parler beaucoup. J'ai souvent de fois entendu ou j'ai souvent de fois lu à mon encontre de tels propos. Bleu Goudé est sorti de prison et parle beaucoup.
je laisse l'entière responsabilité de cette expression-là à ses auteurs. Comme je dis, je suis un acteur politique. On me maintient loin de chez moi pour m'empêcher de participer à la vie politique de mon pays. Ce que je refuse. Partout où je suis. Je me promène avec ma liberté. Je dors avec ma liberté. Je me réveille avec ma liberté. Et ce qui me reste, et ce à quoi je suis accroché, c'est l'espoir de ce qu'un jour, dans mon pays, chaque Ivoirien qui s'estime capable de participer à la vie politique de notre pays, le fasse sans être menacé, sans subir une répression. Je sais pourquoi. Depuis que je suis sorti de prison, les journalistes qui, eux, estiment que j'ai des choses à dire, viennent à moi et je les exprime. Par exemple, je suis avec vous aujourd'hui. Je n'ai pas mené des démarches pour aller vers vous. Si vous estimiez que je parle trop et qu'il n'y avait plus rien à dire et à partager avec vous, je ne crois pas que vous ayez pris votre temps, votre énergie, votre argent pour vous déplacer de Paris jusqu'ici. Celui qui parle beaucoup et qui parle trop, c'est celui qui dit des choses qui sont sans importance. Oui, M. Oro, j'ai beaucoup à dire. Parce que beaucoup de fausses choses ont été dites sur moi. Ou du moins à mon sujet. Les gens m'ont jugé sans jamais me donner la parole. Les gens m'ont fabriqué des étiquettes sans jamais me donner la parole. Les gens m'ont condamné sans jamais m'avoir entendu. Seule la CPI m'a entendu et m'a acquitté. C'est pourquoi j'accepte les interviews. Pour ne plus laisser place aux mensonges et à la délation et, j'allais dire, aux allégations. Pour donner l'information vraie quant à ma pensée, ma vision et la conception que j'ai de la vie en Côte d'Ivoire, mais de la vie politique. Cela dit, qu'est-ce qui me rend confiant? Ce sont mes convictions. Quand j'étais couché dans une cellule, seul, nu, à la DST, sans jamais avoir la couleur du temps, pendant 14 mois, M. Oro, à quoi devais-je m'accrocher? À part mes convictions. Sinon, je mourrais moralement, je mourrais physiquement, je mourrais politiquement. Si je n'étais pas aussi confiant à mon avenir, si je n'étais pas aussi confiant à mes convictions, ce qui m'a amené à la politique, c'est que je souhaite l'émergence, pas telle que celle qu'on nous a promis, mais d'une nouvelle société ivoirienne, où les contraires s'entrechoquent, où on peut bâtir notre pays dans le respect de nos différences, sans que le ciel tombe sur la Côte d'Ivoire. Je suis venu en politique pour ça. Je suis venu en politique pour combattre la robotisation de la pensée. Je suis venu en politique pour combattre la police de la pensée. C'est-à-dire des gens qui sont assis chez eux à la maison, dans leur salon avec leurs camarades. Et se donnent une légitimité de dire ce que nous on doit penser. Ce que nous devons dire et ce que nous devons faire. Je combats cela depuis que je suis élève. Avec certains de mes camarades aussi. Qui, en écoutant cette interview-là,
se rendront compte que le Charles Bleu Goudé, qu'ils ont connu au lycée classique d'Abidjan, qu'ils ont connu à l'université d'Abidjan, qu'ils ont connu pendant les années 2000, est le même qui est assis ici, après toutes ces années dont vous avez parlé, derrière les barreaux. Oui, monsieur Oro, ce qui me rend confiant, c'est que tout ce que nous vivons là, c'est une récréation politique qui va passer, tôt ou tard. Nous sommes à la croisée des chemins. Nous sommes à la fin d'un système. Et tous les signes que j'observe, que certains présentent comme des signes de puissance, pour moi, sont les signes de fin d'un système. Voilà ce qui me rend confiant. Merci. Diabito. Bonjour Monsieur le ministre, je m'appelle Diabito, responsable de dsnb.fr. Alors, moi j'ai deux questions déjà. La première c'est, quel est votre commentaire suite à votre condamnation pour 20 ans à Abidjan récemment? Et la deuxième question c'est, vous avez reçu l'ex-président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire ici. Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Merci, monsieur Diabito. À ce sujet, un complément de question. Après cette rencontre, beaucoup de bruit ont circulé selon laquelle c'est grâce à Guillaume Soro et un certain nombre de Comzone que vous avez pu quitter Abidjan lors de la crise post-électorale. Depuis lors, on ne vous a pas entendu sur le sujet, à moins qu'on ait entendu votre porte-parole, M. Youssouf Diaby, mais vous, on ne vous a pas entendu. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui vous a fait sortir véritablement d'Abidjan? Est-ce Guillaume Soro et ses Comzone ou une autre personne? Merci beaucoup. C'est intéressant. C'est intéressant. Et je vais commencer par les deux questions de M. Diabito. C'est bien ça. Exactement. Mon commentaire sur ma condamnation à 20 ans d'emprisonnement, 10 ans de privation de mes droits, et à, je crois, 200 millions. 200 millions à verser aux victimes. 200 millions à verser aux victimes. Une privation de circuler à l'exception de votre... Voilà, privation de circuler en Côte d'Ivoire à l'exception de mon village. Mais c'est qu'on ne vous a pas dit, et que le procureur avait requis aussi, c'était la privation de mes droits parentaux. C'est-à-dire, on m'empêche de voir mes enfants. Ça aussi, ça fait partie, qu'on n'a pas dit. Vous voyez jusqu'où on va. Ai-je besoin de faire un commentaire tout ce que je viens de dire? À part que, hier, par le soin ou par les soins de mon avocat, Maître Ndri Claver, je préfère couper court. Hier, donc, j'ai déposé une lettre au président du tribunal criminel d'Abidjan, au fin de lui demander de me signifier la décision qui me condamne. Parce que je ne peux pas prendre ma condamnation par voie de presse. Au moment où je vous parle, ni moi-même, ni aucun de mes avocats ne savent signifier cette décision-là, qui concerne ma vie et qui me condamne. Les juges ont le droit de délibérer et de décider, n'est-ce pas? Mais en même temps, ils n'ont pas le droit de me priver, moi, de mon droit de recours. Parce que la loi me donne ce droit-là de recourir à une juridiction supérieure à la leur. Comme je l'ai annoncé dans ma déclaration du 4 janvier 2020, j'ai décidé de saisir la Cour pénale internationale à laquelle l'État de Côte d'Ivoire m'a remis le 21 mars 2014 pour me juger pour les mêmes faits. Deuxièmement, j'ai décidé de saisir la Cour de la CEDEAO
j'ai décidé de saisir la Cour européenne des droits de l'homme. Mais avant, j'ai décidé de demander au président du tribunal d'Abidjan de me signifier la décision qui me condamne pour que je puisse faire mon recours. On m'a condamné, et c'est cela que je trouve quand même curieux, par contumace. Mais nous ne sommes pas dans la jungle où les plus forts mangent les plus faibles. Parce qu'à voir la manière dont le régime d'Abidjan agit, on est vraiment en train de nous dire le régime peut tout faire sur n'importe qui et il n'aura rien. Comme ils le disent eux-mêmes, c'est géré, calé, bouclé. Moi, je pense le contraire. Moi, je pense que nous vivons un monde mondial qui est régi par des lois. Donc, pour condamner personne par contumace, la loi elle-même fixe les conditions d'une condamnation, d'abord d'un jugement et d'une condamnation par contumace. Pourquoi on doit juger Blé Goudé par contumace? Mais parce que l'accusé, Blé Goudé, est absent sans excuse valable. Voilà ce qu'il dit notre loi. Donc, je demande au juge de prouver au monde entier que mon absence là n'avait pas d'excuse valable. C'est-à-dire que j'ai refusé de participer au jugement et sans excuse. Or, tout le monde sait que le 21 mars 2014, l'État de Côte d'Ivoire m'a remis à la CPI. J'y suis depuis. J'ai été jugé. J'ai été acquitté le 15 janvier 2019. Ensuite, libéré sous condition le 1er février 2019. Sorry. Oui. Les conditions m'empêchent d'aller et venir. Je ne peux pas sortir de la haie. Tout le monde le sait. Peut-être que pour les juges de Côte d'Ivoire, cela ne représente pas d'excuses valables. C'est de cela qu'il s'agit. Et de cela que nous allons parler. Mon commentaire aujourd'hui, je ne parlerai pas trop de cette décision. Je demande au président du tribunal d'Abidjan de me signifier la décision pour que le débat de fond ait lieu. On ne peut pas disposer de nos vies comme on veut. On ne peut pas perturber nos vies comme ça parce qu'on a le pouvoir. Non. Nous sommes dans un pays où il y a une constitution, où il y a des lois. Moi, je ne connais personne dans le monde entier. Je m'agrippe à la loi. Je m'accroche à la loi. C'est grâce à la loi et au droit que j'ai été acquitté. Je ne connais personne ici à la CPI. Cher monsieur, pour répondre à votre question, je suis dans ma démarche pour faire mes recours. Je viens donc d'écrire au président du tribunal criminel et j'attends de lui qu'il puisse me répondre. Cette lettre, je vous l'ai remise, elle a été remise aussi à toute la presse pour que nul n'en ignore. Voilà ce que je voulais dire à ce sujet-là. Deuxièmement, vous avez parlé de ma rencontre avec Guillaume Soro. Et qu'est-ce que nous nous sommes dit? Guillaume Soro a demandé à me voir. Il a annoncé quand il était dans ses crash parties, je crois qu'il était en Italie quand il a annoncé, il enverrait la ministre Afoussiatou Bamba venir me voir. Les jours qui ont suivi, elle a contacté mes services. J'ai accepté de la rencontrer. J'ai accepté de la rencontrer fidèle à la ligne que moi-même me suis librement donnée. Et je souhaite que cela soit vraiment très très clair. Depuis que j'étais en prison, je recevais tout le monde. Parce que j'estime que quand nous sommes en prison, des personnes qui laissent leur quotidien, estiment qu'elles ont un soutien à nous apporter, viennent nous rencontrer. D'autres viennent discuter politique avec nous.
tout dépend. Donc je rencontrais tout le monde, de tous bords. Des gens même avec qui je n'ai pas la même vision sociétale, je les rencontrais. Quand je suis sorti de prison, ma première interview à la chaîne française France 24, j'ai exprimé publiquement ma disponibilité à rencontrer tous les acteurs politiques de la Côte d'Ivoire qui exprimeraient le besoin. Avant James Soro, j'ai rencontré M. Jean-Louis Billon, j'ai rencontré le ministre Kakou Dikaoui, qui est venu me voir avec une délégation composée de M. Akossi Benjo, ancien maire du Plateau, et du directeur de cabinet du président Henri Konabédié. Ils sont donc venus au nom du PDCRDA et de son président. À sa suite, des artistes, musiciens sont venus me voir. En tout cas, je reçois des personnalités de différents bords. C'est dans ce cadre-là que Afousseti Bamba est venu me voir pour m'exprimer le besoin de l'ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire à me rencontrer. Naturellement, j'ai accepté de le rencontrer. De quoi nous avons parlé? Mais j'ai parlé de paix avec Jean-Louis Billon. J'ai parlé de paix avec Kakou Dikaoui. Bien entendu. J'ai aussi parlé de paix avec Guillaume Soro. Mais monsieur Diabito, c'est ça? Je comprends la douleur de ceux qui ont crié leur gêne, leur désespoir pour certains, leur colère quand j'ai rencontré Guillaume Soro. Et voyez-vous, dans ce pays qui est le nôtre, il faut qu'on arrête de jouer avec l'esprit du peuple de Côte d'Ivoire. La seule différence entre certaines personnes et moi, c'est que moi je suis honnête. Je dis ce que j'ai fait. Et je fais ce que j'ai dit. Je ne dis pas une chose juste pour la presse et puis après, je fais le contraire. J'estime qu'il faut redonner à la politique ses lettres de noblesse. On peut faire la politique avec honnêteté. Je ne peux pas avoir dit que je suis disposé à rencontrer tout le monde. Et puis, autour de Guillaume Soro, j'ai dit non, je ne le rencontre pas. C'était là me renier moi-même. Et puis, je comprends cette douleur-là. Mais c'est à nous, acteurs politiques de Côte d'Ivoire, de montrer la voie du pardon. La voie de la réconciliation. Quand on parle de réconciliation publiquement, tous les acteurs politiques parlent de réconciliation en Côte d'Ivoire. Le RHDP parle de réconciliation. Le PDCRDA parle de réconciliation. Le Front populaire ivoirien parle de réconciliation. La société civile parle de réconciliation. Le COJEP de Charles Goudé parle de réconciliation. Mais pourquoi on ne dit pas aux Ivoiriens, ok, quand on parle de réconciliation, il y a une partie avec laquelle on doit se réconcilier, et voilà une autre partie à laquelle on ne doit jamais se réconcilier. Je n'ai jamais entendu ça. Donc, moi, je montre le chemin. Vous savez à qui j'avais affaire? J'avais en face de moi celui qui a dirigé les opérations, en tant que ministre de la Défense en son temps, le président Ouattara, qui a dirigé les opérations qui ont bombardé la résidence du président Gbagbo. Et moi, tout cela m'a poussé à aller en exil, jusqu'à ce que je sois à la CPI. J'avais face à moi, quand je rencontrais Afousseti Bamba, la ministre de la Communication qui a lu la décision du gouvernement ivoirien qui me transmettait, qui me remettait à la Cour pénale internationale. Là où on dit quand on va, on n'en revient jamais. C'est un effort qu'il faut faire. Mais c'est ça, malheureusement. C'est ça, la pratique du pardon. Parce que le pardon est un effort qu'on fait sur soi-même d'abord. Pour dominer ses ressentiments. Pour dominer ses blessures. Et puis voir l'intérêt du pays. Mais moi aussi, en face, on me reproche beaucoup de choses.
Parce que souvent, on oublie de se mettre aussi à la place des autres. Je ne parle pas des deux personnalités, mais je parle aussi de certains Ivoiriens qui me reprochent aussi beaucoup de choses. Tout comme moi aussi, je leur reproche des choses. Mais comment arriver à la réconciliation si on ne passe pas par l'étape du pardon? C'est-à-dire l'effort sur nous-mêmes de rencontrer et de parler avec ceux avec qui on a des conflits. Donc moi, je peux me targuer d'être le premier homme politique ivoirien à avoir fait le pas du pardon en rencontrant ceux qu'on dit que je ne pouvais jamais rencontrer. Pour le reste, je laisse chacun à ses commentaires. Nelson Mandela a rencontré Peter Botha. Quand il sort de prison, il fait même venir certains de ses bourreaux pour être dans son équipe. Parce qu'on ne se bat pas pour être entre nous seulement, avec nos partisans. En tout cas, moi, je suis là et je me considère comme un instrument de paix pour qu'on puisse rassembler les Ivoiriens de nouveau. Et je pose des pas pour dire que c'est en allant vers l'autre avec qui on est en conflit qu'on fait le premier pas vers le pardon. C'est ce que j'ai fait. Je n'ai pas parlé d'un programme de gouvernement, ni d'un projet de société, ni de candidature avec Guillaume Soro. Ce n'était pas du tout à l'ordre du jour. Nous avons parlé de comment faire pour rassembler les Ivoiriens de nouveau. Si j'ai choqué des Ivoiriens, moi je leur demande pardon. Mais je vais continuer et je les invite à me rejoindre sur la route de la paix, en acceptant de parler à d'autres. Donc nous avons parlé de paix. Nous n'avons pas parlé de candidature. Vous aurez le temps de faire votre relance certainement. Une parenthèse, Monsieur le ministre, Oui. avant de finir la question, puisqu'elle n'est pas encore achevée. Par rapport à la rencontre, vous connaissez très bien Guillaume Soro. Vous aviez plusieurs fois parlé de paix avec lui. Je veux parler de la période des accords de Ouagadougou, si je peux appeler ça. Est-ce que vous l'aviez trouvé sincère lorsqu'il était devant vous? Et pour rester dans ce même élan, quel est aujourd'hui le regard que vous avez de la situation qu'il vit? Parce que aujourd'hui, c'est partout sur les réseaux sociaux, on rappelle ce qu'il est en train de vivre. Vous l'aviez dit. On rappelle toujours ce que vous aviez dit par rapport à ça, c'est ce qui s'est réalisé aujourd'hui. Donc, quel est votre regard quand vous le voyez dans cette situation aujourd'hui? Donc, est-ce qu'il était sincère quand il vous parlait? Et quel est le regard que vous avez par rapport à la situation qu'il connaît aujourd'hui avec ses alliés d'hier? Merci. Je voudrais embrayer avec ça et terminer avec la question Soro. Vu la position de Soro à l'époque, lui en tant que ministre de la Défense à l'époque, et tout ce que vous avez vécu, est-ce qu'aujourd'hui, M. Charles Blé Goudé a pardonné à Soro Guillaume? Alors, ai-je pardonné à Guillaume Soro? C'est la question qui m'a été posée par M. Tibé Kipré. Tibébi. Tibé Kipré. Tibé Kipré, merci, pas M. Tibé. Vous savez, chacun, directement ou indirectement, a été une victime de cette crise-là. Et je pense que, en tant qu'acteur politique majeur de ce qui est arrivé à notre pays, c'est à nous d'indiquer la voie, mais avec sincérité. La voie du pardon, qui va donc aller à la réconciliation pour aboutir finalement à une paix durable en Côte d'Ivoire. Pour moi, tout ne se résume pas seulement qu'à des calculs politiciens. Parce qu'au regard de ce que je constate dans notre pays, tout se réduit autour de l'élection présidentielle de 2020. Chacun cherche à piéger l'autre, à exploiter sa faiblesse. C'est aussi peut-être ça le jeu politique, mais je pense que la situation de notre pays est une situation particulière. Il faut d'abord penser les plaies, créer les conditions du jeu politique. Au regard de ce que je vois aussi sur les réseaux sociaux, entre les camps qui ont été opposés hier, je me rends compte que
la situation est encore très difficile. Les plaies sont encore ouvertes. Chacun est encore campé sur sa position. C'est ce que je constate. Il vous suffit seulement d'aller sur les réseaux sociaux, de lire les commentaires des pro-Ouattara, des pro-Gbagbo, des pro-ceci, des pro-cela. Et vous verrez que rien n'a changé. Tout cela, c'est du théâtre que les gens font. Et moi, je ne veux pas participer à ce théâtre-là. Parce que ceux qui meurent sont des Ivoiriens, des innocents. C'est pourquoi je suis engagé avec mon corps, avec mon âme, avec le risque même souvent d'essuyer les injures de mes propres partisans. Et pourtant, c'est le chemin. C'est pourquoi j'ai accepté de recevoir Guillaume Soro ici. D'abord, il était important qu'on se rencontre. C'est un pas qui devrait être encouragé par toutes les parties. Qu'on se rencontre, qu'on se parle. Parce qu'on est amis. On a appartenu au même syndicat étudiant. J'ai été son secrétaire national à l'organisation. Il a été mon secrétaire général. J'ai partagé des cellules de prison avec lui. On avait en son temps, quand on était encore étudiant, les mêmes valeurs. Après, chacun a pris son chemin. Moi, j'ai dit hier que les armes ne sont pas un moyen d'accession au pouvoir. Je le répète encore aujourd'hui. La seule voie de conquérir le pouvoir, d'y accéder, de le gérer, pour moi, c'est la voie des urnes. C'est cela ma vision. Guillaume, pour des raisons qui lui sont propres et qu'il a expliqué largement à tout le monde, a pris les armes. Oui, il est venu me voir. Mais lui aussi me reproche des choses. Tout comme moi aussi, je lui reproche des choses. Mais nous avons donné l'exemple en nous rencontrant. Oui, je lui pardonne. Et je lui ai pardonné. Nous nous sommes parlé. Nous nous sommes pardonnés. C'est d'ailleurs pour ça que nous nous sommes rencontrés. Nous ne sommes pas venus faire seulement des photos et des prises de vue pour nous séparer. Maintenant, une fois l'étape du pardon passée, comment nous faisons pour partager ce pardon-là avec l'ensemble des Ivoiriens? C'est de cela qu'il s'agit. Malheureusement, les choses sont allées trop vite et la situation s'est désagrégée en Côte d'Ivoire. Vous savez de quoi je parle. Donc, en ce qui me concerne, moi, l'individu Charles Blé Goudé, j'ai pardonné à Guillaume Soro. Mais il ne s'agit pas que de nous. Parce que beaucoup d'Ivoiriens sont morts. Beaucoup sont blessés à vie, moralement, physiquement. Cette situation n'est pas une situation entre deux amis. Mais quel doit être l'impact de ce pardon-là sur la vie politique ivoirienne, mais surtout la vie des Ivoiriens en général? C'est à cela que moi, je continue de travailler. Et du fait que cette rencontre a suscité beaucoup de commentaires, cela veut dire que je ne me suis pas encore fait comprendre. Donc je dois continuer ce travail-là. Donc pour répondre à votre question, je lui ai pardonné. Et je pense que lui aussi m'a pardonné. Est-ce qu'il était sincère quand il est venu à La Haye? Bon. Moi, je n'ai pas encore de machine pour mesurer la sincérité d'un individu qui est devant moi. Parce que ça aussi, beaucoup de politiciens jouent avec. Moi-même, ça me concerne aussi. Alors, je sors de prison. Je dis à France 24 que je voudrais bien rencontrer le président Ouattara et son équipe. Et chaque fois, je fais un appel pour le pardon. Et puis, au lieu de saisir ma main, les gens vont se réunir avec le président et ses collaborateurs. Est-ce que Blé Goudé est vraiment sincère? La machine qui mesure la sincérité des propos des gens, moi je ne prends pas cette machine. La seule manière de mesurer ou d'apprécier la sincérité des propos d'un politique ou d'un homme tout court, c'est pas à travers ses actes. Vous avez une pensée qui exprime votre parole. Et vous avez des actes qui matérialisent votre parole. On ne peut mesurer la sincérité d'un homme que à travers les actes qu'il pose.
Est-ce que vous voyez? Donc moi, j'attendais que Guillaume Soro rentre en Côte d'Ivoire et que je puisse apprécier ses actes par rapport à ce que nous nous sommes dit en ce qui concerne le pardon, la réconciliation et la paix en Côte d'Ivoire. Malheureusement pour moi, au moment où je vous parle, je n'ai aucun élément à ma possession pour apprécier cela. Voilà ce que je voulais dire. Et donc, depuis donc, notre rencontre, ces déboires se sont multipliés, notamment avec ses anciens alliés. J'allais dire son ancien mentor. Tout comme moi, aujourd'hui, il est poursuivi par la justice ivoirienne, accusé de vouloir attenter aux institutions de la République, c'est cela, hein, C'est ça. à la sûreté de l'État. Avec blanchiment d'argent. Hein? Blanchiment d'argent. aussi. Avec d'un blanchiment milliard. d'argent. De combien? 1,5 milliard. 1,5 milliard. D'accord. Je ne peux jamais me réjouir du malheur d'autrui. Et je suis bien placé pour vous le dire, chers amis. Il y a ce que nous tous, nous avons appris à l'école ensemble. Et puis il y a ce que chacun a vécu comme expérience, qui est cette richesse-là qu'il a en lui, du seul. J'ai fait 14 mois, couché là, à terre comme ça, nu, dans une cellule de prison, où je n'avais même pas de serviette pour m'essuyer. 14 mois. Et lui, il s'en est réjoui. Hein. Mais ça, c'est lui. Ça, c'est pas moi. Ensuite, je suis venu à la CPI. Et tout ce qui a été fait comme communication autour, auprès de mes enfants, auprès de ma femme, auprès de ma famille, auprès de tous mes amis, c'est que Blé Goudé est parti pour ne plus jamais revenir en Côte d'Ivoire. Ça n'est terminé pour lui. C'est ce qu'on appelle la mort. La prison, c'est la photocopie de la mort. Et les faits ont parlé à ma faveur, le droit a parlé à ma faveur, et je suis revenu de là. De l'enfer, je suis revenu. Et on tente encore de me créer un autre enfer. Avec la condamnation en Côte d'Ivoire à 20 ans, à 10 ans de privation de liberté. On a même tenté de me priver de mes droits parentaux. De cet enfer-là encore, je vous le dis, je reviendrai. Maintenant, qu'est-ce que je fais de cette expérience-là? Soit elle me rend haineux, soit je m'en sers comme élément pour aller vers mes frères ivoiriens pour leur dire, faisons en sorte que plus jamais cela n'arrive à un autre Ivoirien. C'est dans cet état d'esprit-là que moi je suis. C'est pourquoi je ne me réjouis pas de ce qui arrive à Dieu. Moi je souhaite qu'on tourne toute cette page-là et qu'on puisse libérer les Ivoiriens. Qu'on puisse éviter de les mettre dans une peur permanente, sous pression permanente. Et pourtant, c'est le choix que le gouvernement ivoirien semble avoir fait. C'est la responsabilité du chef de l'État, c'est vrai, de protéger les Ivoiriens. Donc je ne me prononcerai pas sur ça, parce que je n'en sais rien du tout. Le coup d'État que Guillaume Soro est censé avoir voulu faire, ça, je n'en sais rien du tout. Donc je ne me prononce pas là-dessus. Mais pour le reste, moi je demande au chef d'État ivoirien de faire en sorte qu'on puisse sortir de cette pression permanente-là. Parlant de 1,5 milliard de blanchiment, moi j'ai un problème avec tout ça. J'ai fait seulement un constat. Et vous êtes là, vous êtes. Guillaume Soro était ministre de la Défense du président Alassane Ouattara. N'est-ce pas? Oui. De 2011 jusqu'à ce qu'il soit désigné à la tête de notre Parlement. Il a cumulé les postes de ministre de la Défense, mais en même temps de Premier ministre. Après, il est président de notre Parlement. Et depuis un moment, il est en désaccord avec le régime qu'il avait lui-même aidé à installer au pouvoir, par les armes.
Depuis le mois de décembre, donc le 23 décembre, il est accusé d'avoir détourné 1,5 milliard à travers un achat de maisons en 2008. en 2008. Avant lui, Akossi Benjo, ancien maire du Plateau, qui dès qu'il refuse de rentrer au RHDP, est accusé en tant que maire d'avoir détourné de l'argent, des milliards. Et précise que Akossi Benjo était maire sous Babo Laurent, sous Ouattara aussi. Et jusque-là, il n'avait pas détourné d'argent. Dès l'instant où il a décidé de rester PDCRDA et de ne pas être membre du RHDP, il détourne de l'argent. Jean-Luc Billon, membre du gouvernement Ouattara, depuis 2011, il décide de ne pas rentrer au RHDP, qu'on vient lui faire un redressement fiscal. On l'accuse d'avoir fait une fraude fiscale. Mon problème est le suivant. Pour ne citer que ces 3 cas-là. Est-ce à dire que tous nos gouvernants, eux tous, sont des gens qui sont des potentiels, j'allais dire, détourneurs de fonds, mais qui restent membres du RHDP de peur, eux aussi, qu'on vienne révéler qu'ils ont détourné tous ces fonds-là. Je précise que M. Adama Butogo a été démis de ses fonctions de ministre de l'intégration africaine, je crois, en 2012, quelque chose comme ça, parce qu'il est accusé d'avoir détenu les fonds des déchets toxiques. C'était ce fonds de scandale financier qu'il a été démis de ses fonctions. Et depuis, aucune procédure contre lui. Parce que c'est ça aussi le revers de cette situation, de ceux qui sont poursuivis par la justice ivoirienne. Et de l'autre côté, quelqu'un qui a été évincé parce que accusé par les victimes eux-mêmes. Ça, c'est pas le gouvernement qui l'accusait, c'était les victimes qui l'accusaient. Et donc, suite à la pression, il a été démis de ses fonctions de ministre. Mais aucune procédure contre lui. Il est libre. Au contraire, il est très actif au RHDP. Est-ce pour être protégé qu'il est membre du RHDP? Ou est-ce parce qu'il est membre du RHDP qu'on ne peut rien contre lui? Dans quelle société sommes-nous? Moi, c'est la question que je pose. À partir de quand le gouvernement ivoirien s'est-il rendu compte, ou le procureur de la Côte d'Ivoire s'est-il rendu compte que Guillaume Soro a détourné 1,5 milliard? C'est la question que je pose. Pourquoi maintenant? À partir de quand M. Jean-Luc Billon n'a-t-il pas payé ses impôts? À partir de quand M. Akossi Benjo avait-il détourné cette somme colossale? C'est autant de questions que nous devons nous poser. Pour le reste, moi, je ne me réjouis pas du malheur de qui que ce soit. Moi, je souhaite qu'on tourne cette page-là et puis qu'on passe à autre chose. Pour finir avec Guillaume Soro, M. Oro m'a demandé, on ne m'a pas entendu sur cette question-là, parce que d'abord, j'étais en prison, donc je n'avais pas la possibilité de m'exprimer là-dessus. Vous aviez l'occasion de le dire, puisque vous avez écrit un livre sur ce sujet, mais vous n'avez pas évoqué ce sujet. Si, je vous invite à lire encore de l'enfer, j'y reviendrai. Et ma sortie d'Abidjan, c'est le titre du chapitre. Et vous vous rendrez compte que j'ai évoqué cette question-là. D'abord, moi je n'aime pas les intrigues inutiles. Est-ce que chaque cadre probable, face aux menaces des bombes des nouveaux tenants du pouvoir en 2011, n'a-t-il pas cherché à protéger sa vie et la vie de sa famille en quittant la Côte d'Ivoire vers le Ghana voisin? C'est un mouvement d'ensemble. Ce n'est pas un mouvement de bleu boudé de manière singulière.
Et ça aussi, on ne le dit pas assez. Un jour, quelqu'un qui était très agité par cette question-là, était en train de pleurer sur son sort, me dit que voilà, il est passé par tel chemin et il a pris une pirogue, tout. Et je lui ai dit, frère, peut-être qu'on n'a pas pris la pirogue là le même jour. Sinon, c'est la même pirogue là, on a emprunté nous tous. Je lui ai dit ça. J'ai dit peut-être que c'est la même pirogue là qu'on a emprunté nous tous, mais peut-être pas le même jour. Et je lui ai dit, mais toi tu es reparti à Abidjan, non? Il dit oui. Il dit bon. En ce moment tu vis à Abidjan? Il dit oui. Il dit et moi je suis où? Je suis à La Haye, face à un système international. Et malgré le fait que je suis ici, on vous laisse même à Abidjan encore, et on vient encore me trouver à La Haye, dans une prison, pour m'emprisonner dans une prison. Ça veut dire qu'on ne court pas le même risque. Est-ce que ça veut dire que vous avez emprunté effectivement la pirogue et de qui s'agit-il en fait? Oui, j'arrive. Et je lui dis, tu vois, ça veut dire qu'on ne court pas le même risque. Parce que ça, excusez-moi, tout orgueil mis à part, mais il faut le dire. Moi, je n'étais pas ministre de la Défense du président Laurent Gbagbo. Je n'étais pas ministre de la Sécurité du président Laurent Gbagbo. Ni ministre de l'Intérieur du président Laurent Gbagbo. Ni en 2011, ni avant. À part le ministre Bogadoudou, qui n'est plus père à son âme, à part le ministre Désiré Tagro, qui n'est plus père à son âme, tous ceux qui successivement ont occupé les postes des ministres de l'Intérieur du président Laurent Gbagbo, ils sont à Abidjan. Et ils ne sont pas inquiétés par Ouattara. Pourquoi selon vous? Tous ceux qui ont occupé les postes des ministres de la Défense du président Laurent Gbagbo sont eux tous, mais au complet, à Abidjan. Et ils ne sont pas inquiétés par le pouvoir en place. Le pouvoir en place. Mais moi, qui étais ministre pendant 3 mois, quand je le dis souvent, les gens s'énervent, mais c'est ça qui est un fait. Et ministre de la Jeunesse, je n'ai même pas eu le temps de signer même un seul papier au nom de la République de Côte d'Ivoire. Non seulement je suis poursuivi par la CPI, mais le pouvoir d'Abidjan n'est même pas satisfait de mon acquittement. Il me trouve ici, me condamne à cette lourde condamnation, cette lourde peine. Cela veut dire qu'on n'a pas la même responsabilité. Non seulement on n'a pas la même responsabilité, mais on n'a pas la même personnalité. On est d'accord? Donc en 2011, on ne courait pas le même risque. Je suis le seul homme politique en Côte d'Ivoire qui a assisté à ces funérailles. J'en viens à votre question. Il faut aujourd'hui que je vous donne tous les détails. Je regardais iTélé, je regardais TV5, je regardais France 24. Et on parlait de mes funérailles. Depuis ma cachette, je regardais tout ça. Bleu Goudé est décédé. On l'a attrapé au Golf Hotel, il est mort. N'est-ce pas? J'ai eu même droit à une lettre à titre posthume de M. Venance Kona. Jusqu'à ce que le 31 mai 2011, il fasse une déclaration pour dire « Je ne suis pas mort ». Et là, tout a commencé. Mais pourquoi il n'était pas dans le bunker? C'est comme si les gens s'offusent du fait que je ne suis pas mort. J'ai l'impression qu'on me reproche de n'être pas mort. Non, il a trahi. Pourquoi il n'est pas mort? C'est quoi ça? Monsieur Oro, ni Monsieur Soro, ni M. Ouattao, père à son âme, n'avaient aucune possibilité de connaître ma position géographique. Vous savez pourquoi? J'ai l'impression que quand on arrive à ce stade, les gens mettent leur cerveau au congélateur. Voilà donc M. Soro qui prend les armes en 2002 contre le pouvoir du président Gbagbo Laurent. Je n'étais pas en Côte d'Ivoire, j'étais à Manchester. Je viens, je prends position contre M. Soro et ses hommes, n'est-ce pas?
en choisissant la voie de la rue, les menus. Mais, en ce moment, personne ne s'est-il interrogé sur l'amitié qui me lie à Guillaume Soro. On était amis. Et je me suis opposé à la rébellion qui dirigeait. Et pourtant, on était amis. Ce qui veut dire que j'ai établi la limite entre l'amitié et mes convictions. Je ne confonds pas cela. Et donc, pendant des années et des années, son objectif principal, comme lui-même il a dit, c'était de renverser le pouvoir du président Laurent Gbagbo. Lequel pouvoir, moi, je défendais. On est d'accord? Et puis en 2011, les villes commencent à tomber aux mains de la rébellion, ville après ville, et il ne reste que la ville d'Abidjan. Au nom de quel amour? Dites-moi, au nom de quel amour Guillaume Soro va-t-il laisser de côté son objectif principal qui est de renverser le régime du pouvoir du président Gbagbo, que moi je défends, pour chercher à me sauver? Réfléchissons un peu. Et puis, à quel moment? À un moment où ses propres forces sont opposées au FDS, aux différentes entrées d'Abidjan, où lui-même n'est même pas encore situé sur son propre sort. Parce que quand je sortais de la Côte d'Ivoire, Guillaume Soro n'avait pas encore le contrôle de la ville d'Abidjan. Je veux que cela soit très clair. Jamais, ni Feu Ouattao, ni Guillaume Soro n'ont participé à ma sortie d'Abidjan. Et je ne suis pas aussi idiot pour mettre ma vie dans la main de quelqu'un que j'ai combattu depuis 2002 jusqu'à 2011 et qui cherche à prendre le pouvoir des mains de moi, mon mentor. Et je lui confie ma vie. Vous avez confié votre vie à qui? Et la suite devait vous situer. Après, il était ministre de la Défense, Premier ministre, après président de l'Assemblée nationale. Cela n'a pas empêché qu'on me remette à la CPI, qu'on me mette même en prison à la DST pendant qu'il était encore tout puissant. N'est-ce pas? Donc, pour me résumer, j'ai passé toute ma vie dans la clandestinité. Pour ceux qui ne le savent pas. Moi, je ne suis pas né en 2002. Je n'ai pas connu les foules en 2002. Charles Blé Goudé, secrétaire national de l'organisation de la FECI. Quand je partais dans les villes de la Côte d'Ivoire, de l'entrée des villes jusqu'au centre-ville, c'était des foules d'élèves et d'étudiants qui m'accueillaient. En ma qualité de secrétaire à l'organisation, mais aussi en ma qualité de secrétaire général. Et je n'ai jamais trahi les élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. C'est pourquoi ils sont attachés à ma personne jusqu'aujourd'hui. Pour certains en tout cas. Parce que je ne suis pas Dieu pour avoir tout le monde avec moi. J'ai passé toute ma vie à être traqué. En tant qu'élève, en tant qu'étudiant. J'ai passé mon baccalauréat dans la clandestinité. Ce sont mes professeurs qui ont plaidé auprès du proviseur pour qu'on me remette ma convocation. Pour que je parte composer au lycée Sainte-Marie d'Abidjan. Je vous dis tout cela pour qu'on sache à qui on a affaire. Étudiant, c'était des cachettes à cachettes que je partais. Et tout le monde en est témoin. De cette vie de clandestinité, j'ai tiré une expérience qui m'a aidé à sortir de la vie de l'Abidjan. Ne jamais être là où l'ennemi te court. Première leçon que j'ai. Deuxièmement, mon grand-père m'a dit que c'est la manière de voler de l'épervier qui apprend au poussin à se cacher. C'est pourquoi je n'étais pas là où on me cherchait. C'est mon expérience de clandestin de toute ma vie, d'homme traqué toute sa vie, qui m'a aidé à sortir d'Abidjan. Non, Guillaume Soro ne m'a pas aidé à sortir d'Abidjan. Il n'avait aucun moyen de le faire. Non, Feu Ouattao ne m'a pas aidé à sortir d'Abidjan. Il n'avait aucun moyen de le faire lui-même. Quand je sortais d'Abidjan, les hommes de Guillaume Soro n'avaient pas encore fait leur entrée à Abidjan. Je ne suis pas sorti d'Abidjan le 11 avril. Je ne suis pas sorti d'Abidjan le 10 avril. J'ai un livre qui est presque achevé, qui paraîtra au mois de mars. Vous serez situé sur tout ça. Pour le moment, sachez, monsieur Oro, que ceux qui m'ont aidé à sortir sont encore en vie et en difficulté. Et au moment opportun, je révélerai leur nom à toute la Côte d'Ivoire
Et mes partisans auront l'occasion de les connaître et leur dire merci. Dieu merci, ils sont encore en vie. Mais ils ne sont pas du côté de Guillaume Soro. Je suis Augustin Roudet, la voix de la diaspora. Vous avez dit pas mal de choses qui ont touché tout le monde. Vous savez que vous êtes aujourd'hui à La Haye. Tous vos fans sont en Côte d'Ivoire et partout. Nous sommes à 11 mois des élections présidentielles et vous êtes loin de la Côte d'Ivoire. Surtout loin de vos amis et tous ceux qui ont des liens. Qu'est-ce qui fait ça? Dans ces conditions, C'est là, rien. Est-ce que c'est- de quelle manière allez-vous pouvoir participer à la vie politique si vous avez envie d'être encore candidat? Sinon, pas encore, mais si vous avez envie d'être candidat, et de quelle manière vous allez? Merci. D'abord, je n'ai jamais dit que j'étais candidat à quoi que ce soit en Côte d'Ivoire sur Nancy. La seule chose que j'ai dite, c'est que viendra le temps où mon parti, le COJEP, à partir d'une convention, décidera de la position à adopter face aux élections en 2020. En ce qui me concerne, ce qui compte pour l'instant, c'est de participer d'une manière ou d'une autre à aider à mettre en place les conditions d'une élection apaisée en Côte d'Ivoire. Parce que le climat sociopolitique fait peur en ce moment. Ce n'est pas rassurant du tout. Et je souhaite qu'on ne puisse pas rééditer 2010. C'est à cela que je suis candidat. Maintenant, comment y participer? Nous vivons aujourd'hui un monde digital, je suis face à vous, et je parle souvent à la presse. Et le moment même que notre pays vit exige que chaque leader puisse davantage faire véhiculer des messages à l'endroit de ses partisans pour désarmer les cœurs, pour qu'on puisse partir à une élection apaisée dans les mois qui arrivent. Et moi, je continue de jouer mon rôle. Et je l'ai dit, malgré ma condamnation à la peine lourde dont on vient à peine de parler, ce n'est pas ma personne qui compte. Ma vie n'est pas au-dessus de la vie des Ivoiriens. Mes ambitions ne sont pas au-dessus de la vie des Ivoiriens. Et je pense que je participerai toujours à apaiser le climat social. Vous le voyez à travers l'attitude du COJEP qui répond de moi, en tout cas. C'est cela aussi, entre ce que je dis et ce que font mes partisans, vous verrez ma cohérence ou mon incohérence. Je vous laisse le temps donc, à travers les attitudes ou l'attitude de mes partisans, de me juger et de juger mes propos et de leur sincérité. Donc en clair, à travers les médias, à travers les rencontres aussi que j'ai avec les différentes structures du COJEP, qui reçoivent mes instructions, vous avez l'opportunité de voir comment, de quelle manière je compte peser dans la vie politique en Côte d'Ivoire. Merci. Est-ce à dire par rapport à 2020, puisqu'on parle d'élection, si telle était la décision du COJEP, on pourrait par exemple avoir un candidat du COJEP face à un candidat du FPI, de Laurent Gbagbo, si telle était la décision de la convention. Alors, parlons à la suite de cette question, parlons de vos relations avec le président Laurent Gbagbo et parlons aussi des réseaux sociaux. Ces temps-ci, il y a beaucoup de polémiques concernant le président Laurent Gbagbo et un certain nombre des conditions de vie du président Laurent Gbagbo, un certain nombre de personnes proches de vous qui s'immiscent de façon bruyante dans la vie privée du président Laurent Gbagbo. Quel est votre avis sur cette question aussi sensible? Président, si vous permettez, on va être un peu direct avec le ministre. Très proche de vous, Annie Tchélé a ouvertement dit que Nadi Bamba a dit que vous irez... Je résume en fait, parce que je n'ai pas les mots exacts dans ma tête, que vous lui avez déclaré la guerre en souhaitant bonne fête des mères à la première dame, Simone Veil Gbagbo. Vrai ou faux?
pendant C'est pas, les élections. on compile la question ou bien comment ça se Non, passe? non, on continue ici. Sur le sujet. C'est une pluie, c'est Oui, le oui. sujet. On est dans la- Si c'est sur le sujet que... Si c'est sur le sujet relation avec le président Laurent Gbagbo, on y va. Une question, s'il vous Non, plaît. quelle est selon vous les meilleures manières ou sinon la stratégie que l'opposition ivoirienne doit mettre en place Bon, ça, pour une victoire ça revient peut-être? en relation avec Laurent Gbagbo, sa relation avec Laurent Gbagbo, avec le président Laurent Ah, Gbagbo. d'accord. Sur- Non, on reviendra sur l'opposition. Voilà. D'accord, Ok. merci. C'est bon, ça va. Sur Laurent Gbagbo, en fait, j'avais prévu, c'est pas lié à chose. Hein. Vous Si, verrez, si. visite, Non, voilà. non, non, Donc non, je voulais je savoir, suis à je voulais savoir, comme beaucoup de choses se disent relativement à vos rapports avec Laurent Gbagbo depuis votre acquittement, pourquoi est-ce que vous ne lui avez pas rendu visite, surtout que vous étiez déjà habitué à vous fréquenter quotidiennement, pourquoi est-ce que vous ne lui avez pas rendu visite jusque-là? C'est vrai que vous êtes dans des conditions un peu difficiles, mais si on a bien compris quand même en les termes des conditions, il ne vous est pas interdit totalement de voyager, seulement c'est avec permission, à moins que vous n'avez-vous pas été tenté de rendre visite à Laurent Gbagbo pour pouvoir taire tout ça, par Ou exemple? du moins, Et c'est puis, pas ça, si pour le film. peut-être pour continuer aussi, Tidiane Oula et 22 TV, dans la même veine, est-ce que depuis le 15 janvier 2019, vous êtes parlé avec Laurent Gbagbo? Bien, merci. C'est la même question. Depuis le 1er février plutôt, Le 1er février. parce que nous avons été acquittés le 15 janvier Gardé en prison. et nous avons été gardés en prison jusqu'au 1er février. Voyez-vous, d'abord, je vais couper court d'abord, depuis le 1er février 2019 que j'ai été libéré avec le président Laurent Gbagbo sous condition, non, je ne l'ai pas encore eu au téléphone. De votre fait ou alors c'est la CPI qui demandait ça? Nous savons, nous deux, pourquoi. Et cela devrait suffire. Le président Laurent Gbagbo et moi, nous savons pourquoi, depuis le 1er février jusqu'au moment où je vous parle, nous ne nous sommes pas appelés. Est-ce que ça va? Et cela ne nous dérange aucunement. Est-ce Et que ça ceux va? qui en parlent ne savent même pas pourquoi. Mais vous savez que nous sommes habitués maintenant Donc, à la sortie, aux vous êtes- commentaires des uns et des autres. J'ai longuement parlé avec le président Gbagbo le 1er février. vous avez dit non. Après la décision de nous mettre en liberté, nous nous sommes parlé. Nous sommes beaucoup parlé dans ce que nous avons appelé nous le ministre sommet de la haine. Nous savions que nous allions être séparés. Le président Gbagbo est mon père. Tout ce que je demande aux uns aux autres, c'est de respecter notre douleur. Parce que beaucoup de se servent de la situation du président Laurent Gbagbo ou de Charles Blé Goudé pour exister. Et jouent avec sur les réseaux sociaux. On n'est pas dans un jeu, les gars. Vous pouvez ne pas nous respecter, président Gbagbo et moi. C'est votre choix. Mais au moins, je vous demande pardon. Respectez notre douleur. Le président Gbagbo n'est pas en vacances en Belgique. Je ne crois même pas que Bruxelles ferait partie des pays, des villes où il devrait aller en vacances, même s'il n'a eu l'occasion, s'il est en liberté. Moi non plus, je ne suis pas en vacances à La Haye. Est-ce que je dois vous couler des larmes pour que vous compreniez que nous souffrons dans notre fort intérieur quand vous venez nous voir? Est-ce que vous savez la situation que nous vivons, le président Gbagbo et moi? Gbagbo n'appelle pas Blé Goudé, Blé Goudé n'appelle pas Gbagbo. C'est quoi tout ça? Blé Goudé a trahi Gbagbo, c'est quoi tout ça? On n'est pas dans un jeu. Nous sommes au maître d'un système international qui utilise tous les moyens pour nous maintenir loin de nos enfants, loin de nos familles, loin de nos villages, loin
de là où les Ivoiriens nous attendent, c'est-à-dire sur le terrain politique, pour impacter, pour que leur vie change. Nous portons ce lourd fardeau. Le président Gbagbo en premier, en tant que notre leader, et moi en second. C'est nous qui sommes ici. Depuis quand un problème de coup de fil entre Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé est devenu un sujet national et international? Moi, je vous demande pardon. Respectez notre douleur. Je dois venir m'asseoir devant une presse pour commenter le fait que depuis le 1er février 2019, le président Gbagbo et moi, on ne s'est pas eu au téléphone. C'est votre affaire. Vous savez où Gbagbo et moi on se connaît. Ça a de l'incidence sur la vie. Vous savez ce qui nous lie. Vous savez où on se connaît. Vous savez ce qu'on s'est dit depuis que je suis à La Haye avec lui depuis plus de 5 ans. Vous savez sur quoi on marche. Vous savez ce qu'on risque. Vous pouvez accepter de vivre le quart de ce qu'on vit. Pardonnez, respectez mon boulot. Pourquoi vous voulez forcément m'opposer à Gbagbo Laurent? Qu'est-ce que vous y gagnez? Bon, si Gbagbo ne veut plus me parler, c'est votre affaire. Hein? Bon, si mon papa Gbagbo est fâché contre moi là, c'est votre problème. Vous savez encore, à tout le moins, respectez nos douleurs. Blé Goudé a trahi Gbagbo, c'est pourquoi il ne veut pas lui parler. Je vous ramène à tous mes discours, datés, archivés sur YouTube, depuis que je suis à La Haye. Je n'étais pas derrière un clavier, hein. J'étais face au juge de la CPI qui devait décider de mon sort. Je ne commenterai pas mes propres propos. Je vous ramène à cela. S'il vous plaît, arrêtez. Moi, je vous demande pardon, arrêtez. Je suis un être humain. J'ai mes limites. Je n'ai peut-être pas été à la hauteur de certains de vos espoirs, mais cela ne fait pas de moi un traître. Cela révèle de ce que je suis un être humain, dont les actes et les actions peuvent avoir des limites. Et cela ne fait pas de moi un traître. Je ne suis pas Rambo. Je suis un être humain, comme vous. Mettez-vous une seule seconde à la place de mon père, à la place de ma mère, à la place de mes enfants, à la place de mes frères et sœurs, à la place de ma famille, à la place de mon village. Une seule seconde, mettez-vous à la place. Et puis après, mettez-vous une seule seconde à ma place. Un matin que des policiers débarquent chez vous, au quartier, prennent votre frère et puis l'amènent au commissariat. Pas à la CPI, hein. Je dis bien au commissariat du petit quartier. Et vous allez voir comment votre famille va tout de suite commencer à se lamenter. À plus forte raison que moi, on m'arrache à ma famille qu'on me dépose ici. Et je suis là avec dignité. Toujours la tête haute. Mais là, quand c'est un problème. Pourquoi quand on va lui rendre visite en prison, il ne pleure jamais, il est toujours content. Donc ça veut dire qu'il a fait un deal avec la CPI. Ah, c'est quoi ça? Oui, il a manipulé la CPI pour qu'on le mette en prison. Comme ça, il va être célèbre. Non, pourquoi vous mobilisez pour qu'on me libère alors? Laissez-moi dans ma célébrité. C'est quoi ça? Qui savait que le président Gbagbo et moi on allait être quittés? Qui? Ce jour-là, qui le savait? Cher monsieur, nous sommes aujourd'hui quand? 17 novembre. Nous sommes 17 janvier. 17 janvier. Nous sommes 17 janvier. 17 janvier 2020. 2020. « 17 janvier 2020. Ça fait 1 an. Jour pour jour,
Et quelle heure? 12h46. 12h46. Il y a un an. Dans 14 minutes. À la prison de Schillinger, un garde va venir. Alors que nous tous, le président Gbagbo et moi, nous attendions de sortir des prisons. Après avoir été acquittés le 15 janvier 2020. Nos familles étaient là, nous attendaient pour qu'on sorte des prisons ensemble. Ça a été la journée la plus difficile pour le président Laurent Gbagbo et moi. Le 17 janvier 2019. J'ai dit bien le 17 janvier 2019. Nous avons été acquittés le 15 janvier. On nous a ramenés en prison. Le 16 janvier, le procureur a fait appel. Et tout le monde attendait maintenant la décision. Et comme le monde entier savait qu'on avait été acquittés, nos familles sont venues là pour sortir avec nous des prisons, puisqu'on avait été acquittés. Nous étions là quand un garde est venu pour nous dire que nos avocats voulaient nous parler. C'est la première fois que j'en parle. Parce que les gens ne savent pas ce qu'on vit. Je vous demande pardon. Respectez notre douleur. Monsieur Gbagbo, Monsieur Blé Goudé, vos avocats demandent à vous parler. Moi, ma femme avait quitté Abidjan le 15 janvier au soir pour venir me voir, pour partir avec moi, avec mes enfants. Le 17 janvier, à l'heure ainsi, on était là. Tous les petits repas qu'on me proposait, j'ai dit non, moi je ne mange pas. Le soir, je mange au restaurant. Comment vous croyez que quoi? Moi j'ai été acquitté. Et on s'est tapoté, le président, nous tous on riait, on s'est taquiné. On attendait là à 14h ou 15h pour sortir de la prison. Nos familles étaient là. Nos familles étaient là. Avaient fait le voyage. Quand à 13h exact, un garde descend pour nous dire que nos avocats veulent nous parler. Parce que tout le monde attendait la décision finale. On monte, on quitte donc la salle de visite, on monte. Dès que nous arrivons dans la salle commune que nous partageons avec nos co-détenus, la télévision était là, face à nous. Avant même qu'on ne parte au téléphone pour parler à nos avocats, vous savez quoi? On tombe sur France 24. Urgent, urgent. La CPI décide du maintien en détention du président Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. Je suis là, arrêté auprès de mon président. Nous nous regardons, nous nous parlons dans les yeux. Personne ne peut dire quoi que ce soit à l'autre. Et nous sommes là. En ce moment-là, il n'y avait personne auprès de Gbagbo et moi. En ce moment-là, il n'y avait pas de le président Gbagbo. Le président Gbagbo, on était deux à partager cette douleur-là. Respectez nos douleurs. Et c'est après que nous avons au téléphone. Moi, c'est Maître Zokou qui avait été désigné pour m'annoncer la nouvelle. Maître Zokou Seri, au nom de mon équipe. Puisque c'était difficile pour mes avocats. Mes avocats sont devenus ma seconde famille. Et j'ai Maître Zokou au téléphone. Ah oui, chef frère, tu sais, on est dans le combat, hein, comme toi-même tu l'as dit. Mais tu sais, le combat là, souvent, il prend des tournures. Il dit Zokou, arrête. Je suis déjà au courant. Réunissez-vous. Reprenons courage. On avance. On avance. Je suis serein. Il dit, tu es sûr? Dis à Maître Knop que je suis serein. Dis à Claver que je suis serein. Ce qui va arriver finira par arriver. C'était pas ça le plus difficile. Le président Gbagbo également est allé prendre son avocat au téléphone. Et puis après, nous revenons. Et on doit descendre maintenant dans la salle de visite pour aller affronter la tristesse de nos familles. Pour leur dire que nous restions encore en détention, qu'on ne pouvait pas sortir des prisons. Est-ce que vous savez ce que c'est ça? J'ai voulu vous dire ça. Comme là, je parle à la presse ivoirienne pour la première fois, à mes frères ivoiriens, parce
Parce que cela n'intéresse pas la presse internationale. Respectez notre douleur. Ce que je vis avec le président Gbagbo n'est pas chose facile. On n'est pas encore sorti de l'auberge. Prenons notre énergie pour être positif. C'est pourquoi je ne vais pas répondre aux autres questions. Ici à La Haye, je ne m'ennuie pas. Il y a des sujets d'intérêt national qui sont au-dessus de tout cela. Je refuse de me mêler de commérages de cours communs. La Côte d'Ivoire m'attend ailleurs sur les questions qui engagent la vie de ma nation. Je vous remercie. Je parlais du rapport FPI-COGEP. Créé au départ pour soutenir le combat du FPI et celui du président Laurent Gbagbo, pourquoi le COGEP s'est-il mué en parti politique? Et la deuxième question, comment le COGEP se positionne-t-il aujourd'hui par rapport au FPI? Parti allié ou adversaire politique? Merci beaucoup. Je le répète encore. Moi, je sors du sein politique de Laurent Gbagbo. Et je n'ai pas honte de le dire. Laurent Gbagbo est celui qui m'a encouragé à entrer en politique. J'allais dire celui qui m'a inspiré à entrer en politique. Jamais je ne m'opposerai à l'appareil politique que lui-même a conçu. Le COGEP que nous avons créé et qui est un parti politique se considère comme un partenaire du Front populaire ivoirien. J'ajoute un partenaire légitime du Front populaire ivoirien. Le reste fait partie de la vie politique en Côte d'Ivoire et on doit s'habituer à cela. Je suis sûr que quand je sortirai d'ici, j'aurai l'occasion de parler avec les dirigeants du Front populaire ivoirien, où je compte beaucoup d'amis, où je compte beaucoup de parents, et nous aurons l'occasion de remettre tout ça en ordre. Voilà ce que je voulais dire. Monsieur le ministre Tidiane Oula pour Event News TV, je voudrais vous demander, les 3 et 4, le président Afi, l'autre branche du FPI, a rencontré le président Laurent Gbagbo. Vous, en tant que président d'un parti politique, allié au FPI de Laurent Gbagbo, qu'est-ce que vous pensez de cette visite? Ça, c'est de 1. De 2, il y a 10 jours à peu près, un gamin de 14 ans, Guibaï Ani, s'est donné la mort en entrant dans le train d'atterrissage d'un avion d'Abidjan à Paris. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Quel commentaire pouvez-vous faire dessus? La rencontre entre le président Laurent Gbagbo et Pascal Affi N'Guessan, c'est une très bonne chose. Je ne ferai pas trop de commentaires là-dessus, parce que les acteurs eux-mêmes ne sont pas trop bavards là-dessus. La graine est ensemencée. On attend qu'elle puisse germer. Quand, à ma première interview, on m'a posé la question sur ce que l'on a appelé une crise au sein du Front populaire ivoirien, du président Laurent Gbagbo, j'ai dit aux uns aux autres, et je cite, « Je fais confiance au président Laurent Gbagbo. Aux questions même les plus désespérées, il a souvent su apporter des solutions. Je suis convaincu que le moment viendra où il prendra le taureau par les cornes. Pour le moment, il est sorti de prison. Laissons-lui le temps de s'informer, de maîtriser tous les pourtours et les contours de cette situation. Et je suis convaincu qu'il va surprendre beaucoup de personnes. Eh bien, cela a commencé. Il vient de rencontrer, comme cela a été dit, le Premier ministre Pascal Affi N'Guessan. Moi, en premier, je salue cette rencontre-là. Et parce que le Front populaire ivoirien est l'épine dorsale de notre combat. Si aujourd'hui je peux être assis là, me réclamer président d'un parti politique qu'on appelle le COGEP, c'est parce qu'il y a eu le multipartisme en Côte d'Ivoire. Mais qui était à l'avant-garde de ce combat-là?
c'est le Front populaire ivoirien, au prix de la vie et de la liberté de ses cadres. Nous tous avons intérêt à ce que ce parti-là se porte bien. Parce que nous sommes des jeunes partis naissants. Quelle que soit la longueur des oreilles, elles ne parviendront jamais à dépasser la tête. Je précise que je ne suis pas un lapin. Je suis un être humain. Merci. Merci. Oui, j'ai appris comme tout le monde cette tragique disparition du jeune Djibaï Annie Laurent. Les circonstances de ce drame-là ont été décrites. Est-ce vrai? Est-ce faux? A-t-il sauté cette grande clôture de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny avec tous ces barbelés et toutes ces caméras? Je ne sais pas. Je n'en sais rien. Toujours est-il que ce jeune homme a trouvé la mort dans le train d'atterrissage de la compagnie Air France. Je vais plutôt m'appesantir sur les circonstances de la mort. Un jeune homme de 14 ans qui quitte Yopougon, qui va jusqu'à l'aéroport, qui ose s'introduire dans le train d'atterrissage d'un avion et qui trouve la mort. Parce qu'il voulait à tout prix quitter la Côte d'Ivoire. Que fuyait-il? Avant lui, d'autres jeunes Ivoiriens quittent leur ville, leur famille, pour traverser le désert, se font maltraiter en Libye, se jettent dans la Méditerranée, c'est-à-dire affrontent la mort, défient la mort. La question fondamentale, que fuient ces jeunes-là? Dans un pays qu'on dit prospère, dans un pays dont le PIB fait le tour de toutes les revues et de tout ce qu'il y a comme magazine économique au monde, la réponse est là. Il y a un problème en Côte d'Ivoire. Notre jeunesse fuit la misère. Notre jeunesse fuit le désespoir. Ils sont en Italie, ils sont en Paris, ils sont partout, ils sont en Libye. Et ils appellent souvent au secours à travers les réseaux sociaux. Annie Djibaï Laurent fait partie de ceux-là. Cela pose un problème sociétal. Il faut redonner confiance à notre jeunesse. Redonner espoir à notre jeunesse. Lui dire que tout est encore possible en Côte d'Ivoire. Lui dire que le bonheur n'est pas ailleurs, que c'est en Côte d'Ivoire. Encore que là, il faut que nos dirigeants en prennent conscience. Pour mettre en place un système qui puisse de nouveau faire rêver notre jeunesse, mais surtout lui donner les moyens de réaliser ces rêves-là. Et au lieu de cela, qu'est-ce qui se passe encore? Le pouvoir va encore créer d'autres Djibaï Annie Laurent. En pleine année scolaire, déguerpir des populations non loin de l'aéroport. Mais ces populations qu'on va déguerpir, ces enfants qu'on éloigne de leur école, ces enfants qui ne savent plus où dormir, demain vont aussi chercher à fuir la Côte d'Ivoire pour aller trouver le bonheur ailleurs. Moi, alors je dis, au lieu de chercher à casser le thermomètre, il faut plutôt qu'on s'emploie à soigner la fièvre. La fièvre, c'est d'affronter le problème réel qui fait que ces jeunes-là fuient et sont prêts à tout pour quitter la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas en cassant, en détruisant. Tout ce qui a été fait hier là est désolant. Des enfants de 9 ans, 8 ans, des élèves dans la rue, ils vont aller où? Qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire? Voilà, moi, je m'interroge. Et mon commentaire, c'est que j'en appelle encore au sens des responsabilités et au sens de l'humanité de nos gouvernants.
Oui, on peut déguerpir, mais il faut accompagner nos opérations là d'un peu d'humanisme. Parce que c'est la responsabilité du gouvernement de reloger ceux qu'on déguerpit. De prendre des mesures d'accompagnement. Voilà ce que moi je voulais plutôt dire sur cette question-là. Je vous remercie. Ok. Monsieur le ministre, je voulais vous dire ça. J'ai dit ce que j'ai fait et j'ai fait ce que j'ai dit. Ça c'est clair. Vous avez pardonné M. Guillaume Soro. Vous avez pardonné ce que vous avez, on peut appeler vos bourreaux ou tout ce que vous avez, ceux qui vous ont détesté. Est-ce que vous êtes prêt aussi à pardonner M. le Président Alassane Ouattara? Quel est le message dans ce contexte actuel? Quel message allez-vous adresser au pouvoir actuel? C'est la situation. Merci beaucoup. C'est la énième fois que je vais encore lancer cet appel. Toutes les interviews que j'ai eues avec toute la presse qui est venue me voir, je n'ai manqué aucune occasion pour tendre la main au président Alassane Ouattara. Et si vous l'avez remarqué, j'ai toujours dit le président Alassane Ouattara, parce que je respecte la fonction. Je ne partage pas sa vie, sa vision de la société. C'est un adversaire politique à moi, mais c'est le président de la République de Côte d'Ivoire. C'est un fait. Aujourd'hui, je vous parle. C'est sa signature qui engage la vie de la Côte d'Ivoire. Souvent de fois, des gens me disent, voilà, Bleu Goudé, il pensait quoi? Que c'est en étant souple dans ses propos avec le président Ouattara, que Ouattara allait lui permettre de rentrer en Côte d'Ivoire. Voilà que Ouattara l'a condamné, c'est bien fait pour sa gueule. Voilà. On me condamne et puis des gens se réjouissent. Parce que pour eux, je ne suis pas assez dur avec le président. Je ne suis pas obligé d'être dur. Je critique selon mon style que je me suis imposé. Je critique le gouvernement Ouattara et ses actes et ses pratiques. Moi, je n'ai plus 25 ans. J'ai maintenant 48 ans depuis le 1er janvier. Je suis un père de famille, je suis un monsieur. Je suis entré en prison comme un jeune homme et j'en suis sorti comme un homme jeune. Donc, la manière dont je pouvais dire un message hier n'est plus la même. Parce que je ne suis plus le petit jeune homme à la casquette noire. Voilà. Je suis un monsieur maintenant. Et ma parole impacte la vie de certains Ivoiriens. Donc, je fais attention à ce que je dis. Jeunes étudiants, on confondait témérité et bravoure. On confondait force et écraser l'autre. On peut être fort dans la grandeur des actes qu'on pose. On peut être grand dans la grandeur des actes qu'on pose. Moi, je vais critiquer le gouvernement ivoirien sans être obligé de les insulter. Et le gouvernement ivoirien est obligé de faire de moi ce qu'il veut, dans le cadre des lois qui régissent notre pays. On me condamne, moi je ne pleure pas. Mais cela ne va pas du tout me pousser à abandonner mes principes. Parce que ce sont des valeurs et des principes qui m'ont amené, moi, à entrer en politique. Et aucun coup que je recevrai de l'adversaire ne me poussera à abandonner, moi, mes convictions et mes principes. Je ne suis pas eux, et puis eux, ils ne sont pas moi. C'est pourquoi je demande encore au gouvernement ivoirien
d'accepter que nous puissions parler. Il y en a qui ont dit, Bleu Goudé n'est rien, il pense qu'Alassane est son camarade, pourquoi il doit parler avec lui? Mais est-ce que je suis obligé d'être quelqu'un ou quelque chose pour que le président de mon pays parle avec moi? Je n'ai jamais dit que le président Alassane est mon ami. Je suis trop petit pour être son ami. Mais il est le président des Ivoiriens. Et moi, je suis Ivoirien. Et je suis en prison à l'extérieur. Et je suis au centre aussi du débat politique ivoirien. C'est pourquoi je veux parler avec lui. Je ne demande pas à parler avec lui pour qu'on parle d'un thé ensemble. D'autres disent encore, d'autres collaborateurs du président lui disent, Blé n'est rien, il n'est pas dans une position de force au point de vous tendre la main. Mais est-ce qu'on est obligé d'être d'abord dans une position de force avant d'engager un dialogue? Le dialogue, on engage. Parce que quand il y a une crise, ou quand il y a une situation, qu'on discute maintenant, ou qu'on discute plus tard, on finira toujours par s'asseoir pour discuter. Mais quand on discute maintenant, ce qu'on évite, c'est la radicalisation des positions. Cher monsieur, moi j'ai un seul mot à la bouche. Je suis disposé, et je demande au président Ouattara d'accepter que nous puissions parler. Que ce soit lui ou ses collaborateurs, je souhaite que le dialogue s'engage. Cela n'a rien à voir avec la justice. La justice fait son travail, mais les hommes politiques doivent faire leur travail. Le fait que je sois condamné ne m'enlève pas ma qualité d'acteur politique en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous voyez? Et c'est la responsabilité du président Ouattara de trouver des solutions aux situations de la Côte d'Ivoire. Surtout quand on parle de la réconciliation. Surtout quand on parle de la réconciliation. Et mon message, c'est qu'il faut éviter de toujours remuer le couteau dans une plaie à peine cicatrisée. Parce que c'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire. On nous rappelle toujours 2010. On nous rappelle toujours 2010. C'est la responsabilité des acteurs politiques d'accepter de tourner cette page-là. Et puis de permettre aux Ivoiriens de vivre autre chose. Voilà mon appel que je lance. Je suis disposé à cela. On me dit, mais vous êtes à l'extérieur du pays. Comment il va faire? Mais il peut m'envoyer une délégation que moi je vais rencontrer pour discuter de la Côte d'Ivoire. Et avant qu'on ne finisse, il y a un petit jeu qu'il faut que les gens arrêtent. Sur les mêmes réseaux sociaux, j'apprends un moment, oui, Guillaume Soro allait voir Charles Bleu Goudé à La Haye. Donc, Bleu Goudé est mêlé à... Il est complice de... Je ne sais pas moi. De ce qu'on reproche à Soro. Je souhaite qu'on arrête ça. Je vous ai dit tout à l'heure, je peux rencontrer quelqu'un. On peut parler, et puis on ne partage pas la même vision. Je veux vraiment être clair là-dessus. Les coups d'État et moi, c'est comme l'eau et lui. On ne se mélange pas, on n'est pas camarades. Les armes et moi, on n'est pas camarades. J'ai toujours agi les mêmes, avec ma pensée, avec ma parole. Même ici à la CPI, c'est qu'on disait de moi, on dit non mais il parle bien. Vraiment c'est un bel orateur, on n'a jamais dit on l'a attrapé avec des armes. Je n'ai pas d'homme armé, parce que ça ne m'intéresse pas. Je prendrai tout mon temps pour qu'un jour, mes idées puissent prévaloir en Côte d'Ivoire. Malgré tout ce que je vais subir. Donc je ne suis mêlé ni de loin, ni de près, par tout ce qui se passe en ce moment. Est-ce que vous voyez? Je voulais vraiment le dire net. Il faut qu'on arrête de jouer avec des faits aussi graves. Je ne m'associerai jamais à quelques projets de coup d'État que ce soit dans mon pays. Vous me trouverez toujours là où on débat. Vous me trouverez toujours là où on négocie. Vous me trouverez toujours là où on cherche un consensus. Vous me trouverez toujours là où on cherche un compromis. Vous ne me trouverez jamais là où on construit un coup d'État. Parce que ce n'est pas ma vision, ce n'est pas ma conception de la vie.
Je ne cherche pas à prendre un raccourci parce que j'ai foi dans mes idées. Cher ami, je tends encore la main au président Alassane Ouattara et à toute son équipe. Je souhaite discuter avec eux de l'avenir de la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Président, sûrement que vous répondrez selon les règles qui vous sont imposées ici. Le 6, vous serez devant les tribunaux, si l'information que j'ai est juste. Il se trouve que le tribunal, la CPI évidemment, doit se prononcer sur la demande du conseil du président Laurent Gbagbo de lui permettre de participer aux Jeux politiques en Côte d'Ivoire par rapport à 2020. Voilà l'information que j'ai, je ne sais pas si c'est juste. Si tel était le cas, est-ce que vous êtes directement concerné aussi par ce procès du 6, étant entendu qu'on nous parle d'une demande de conseil du président Laurent Gbagbo. Donc, je voudrais savoir si vous êtes concerné aussi. Et la question qui me trottine depuis toujours dans la tête, je me disais, bon, je suppose que le 6, ils seront libérés. C'est la prière de bon nombre d'Ivoiriens en tout cas. Lorsque vous serez libérés, après l'AE, vous partirez où? Est-ce que vous partirez en Côte d'Ivoire malgré le 20 ans que vous êtes en Ivoire? D'accord, merci. En ce qui concerne la question relative à l'audience du 6 février, c'est sans surprise que je voudrais donc vous demander de m'aider à respecter ma signature devant la Cour pénale internationale. C'est-à-dire ne pas commenter les décisions et les audiences de la Cour. Tout cela fait partie de mes engagements. Ce n'est nullement une fuite en avant, mais j'ai signé devant la Cour que je ne me prononcerai pas devant sur cette procédure-là. Je pense que le 6 février n'est pas loin. Soyons patients et puis tous nous serons situés. Que ce soit le 6 février que je sois libéré ou un jour si je suis libéré, moi je l'ai toujours dit, moi j'ai un seul pays, c'est la Côte d'Ivoire. Mon souhait, c'est de partir chez moi en Côte d'Ivoire. Et chaque jour que Dieu fait, je prie Dieu pour qu'il puisse me permettre de rejoindre les miens, que je puisse partir chez moi. Donc, où je partirai, moi je veux partir de mon pays. Voilà, moi je veux partir de mon pays qui est la Côte d'Ivoire. Malgré la condamnation. Comme je ne suis pas encore libéré, chaque débat à sa tribune et son moment. Donc nous aurons le temps de débattre de tout cela. Je rappelle que jusqu'au 15 janvier, même le 14 janvier, personne ne pouvait parier sur l'acquittement du président Laurent Gbagbo et de Charles Blé. Et pourtant, nous avons été acquittés. Beaucoup disaient qu'on était venu ici et qu'on ne sortirait jamais d'ici. Et pourtant, nous sommes sortis de là. Nous avons acquis notre libération. Nous cherchons maintenant à acquérir notre liberté. Et je sais que cela arrivera un jour. Merci. Merci, monsieur le ministre Blé. Ce sera la dernière question, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Nous avons eu, ça fait pratiquement un peu plus de 2 heures que nous sommes en train d'échanger. Depuis votre sortie de la prison de Chemningen, on n'entend plus les notions de patriotisme, de souveraineté dans vos discours et dans vos échanges. Aujourd'hui, en Afrique de l'Ouest, surtout dans l'espace UEMOA, il y a eu, à la question de l'éco, la nouvelle monnaie qui va remplacer le CFA. Comme tout le monde sait que le CFA est une question liée à la souveraineté. Quel est votre avis sur cette question, sur l'éco? Et dites-nous pourquoi vous avez retiré de vos éléments de communication les termes, les notions de patriotisme et de souveraineté. Ce sera ma dernière question. Et à la suite de cela, vous pourrez dire votre mot de fin. Merci beaucoup. Je voudrais d'abord dire que le mot patriote n'est pas une invention de Charles Blé Goudé. C'est d'ailleurs le titre d'un journal en Côte d'Ivoire. C'est d'ailleurs le titre d'un journal en Côte d'Ivoire. Merci. Ce n'est pas moi qui ai inventé ce mot-là. 'là. 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 'là
Donc il n'est pas attaché à ma personne. Et ce n'est pas en criant tous les matins que je suis patriote que je le serai effectivement. Ça se vit. Les éléments de langage qui ne peuvent pas nous réunir et que les autres n'ont pas encore pris le temps de comprendre, oui, je les ai exclus de mon langage. Pas par faiblesse, pas par peur. Et je dis qu'en sortant de prison, je suis sorti avec une ligne très claire. Tout ce que je ferai doit contribuer à rassembler de nouveau les Ivoiriens. Je ne veux pas les méchants d'une part et les gentils de l'autre part. Chacun a sa conception de la société. Mais au moins, ce qu'on a en commun, c'est la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi vous ne m'attendez plus sur certains aspects de la vie ivoirienne. Et j'aurai tout le temps de me présenter face aux Ivoiriens qu'on parle. Le travail, rien que le travail. C'est ce qui a permis à la Chine de partir du sous-sol de l'humanité, de quitter le statut d'une nation qui rime avec la famille pour finalement devenir le grenier de l'humanité. Et ne pas crier sur tous les toits. Ils se sont mis au travail. C'est cette notion du travail-là. Comment je vais porter ce nouveau contrat que je vais signer avec les Ivoiriens demain, avec ma génération. Nous voulons être une génération qui ne passe pas son temps à pleurer sur le sort de l'Afrique ou de la Côte d'Ivoire, mais qui se donne les moyens intellectuels, les moyens politiques d'impacter. Une décision ne se trouve pas dans la précipitation ou dans le spectacle. C'est dans son résultat ultime qui impacte la vie des concitoyens. C'est à cela que moi je vais participer. Je ne cherche à défier personne. Je ne cherche à avoir raison sur personne. Je veux que les Ivoiriens quittent cette situation de peur permanente. Et si mon recul par rapport à certaines situations peut permettre l'éclosion de cette nouvelle société où les Ivoiriens se parlent de nouveau, ce n'est pas un problème pour moi. Il y en a qui ont dit que le Bouddha a changé. Il a peur. Ce n'est pas grave. Si ma peur peut permettre à mon pays d'être tranquille, ce n'est pas un problème. En ce qui concerne la monnaie, qui est un élément de souveraineté d'une nation, ça encore, ce n'est pas moi qui le dis, c'est un fait. Franc CFA, ECO. Et il y a un ami qui est venu me voir, mais pourquoi tu ne t'es pas prononcé sur ça? Je lui ai dit, laisse-moi pour le moment me prononcer sur ce que je peux impacter. Parce qu'on croit qu'on est obligé de s'inviter dans tous les débats. Ce qui m'a gêné dans ce débat-là, c'est le cadre. On parle donc d'une monnaie sous-régionale. Dont le changement est annoncé lors d'une visite d'un chef d'État d'une nation X à une nation, au chef d'État d'une nation Y. C'est-à-dire que le chef d'État français, M. Emmanuel Macron, rend visite au chef d'État ivoirien. Nous sommes ici donc dans le cadre d'une relation bilatérale qui annonce une décision dans un cadre multilatéral. Ça me pose un problème, ça. Je ne suis pas contre quelqu'un. Je suis en train de raisonner.
Je ne vois pas là le gouverneur de la BCEAO. Je ne vois pas là les différents représentants des États membres du CFA, qui va devenir plus tard ECO. Je ne vois aucun chef d'État représentant les autres pays membres. On parle de la vie de leurs citoyens. Celui même qui annonce ce changement n'est pas président en exercice de la CEDEAO, ni gouverneur de la Banque centrale de l'Afrique de l'Ouest. C'est à quel titre? Un changement brusque toujours, bouleverse toujours des habitudes. Et la monnaie, là, elle n'est pas utilisée par celui qui l'annonce. Elle est utilisée par une population ou des populations. Ces populations ont-elles été consultées? Quel a été leur avis? Ou leur avis ne compte-t-il que pour rien? Voilà autant de questions que soulève cette situation-là. Oui, il n'y aura plus de représentants de la France au sein du conseil d'administration de l'ECO. Et pourtant, avant, on a dit qu'il n'en avait pas. Que c'était faux. Au moins, ce cadre-là nous a rapporté cela, de savoir qu'il y en avait avant. Non. Il n'y aura plus de dépôt de devises des différents États membres de l'ECO au sein de la Banque centrale de la France. Et pourtant, on nous a dit avant que la France ne gérait pas tout cela. Deuxième élément, que au moins nous rapporte cette décision, c'est qu'on sait que donc avant c'était cela qui existait. Prenons cela pour acquis. Et puis, les intellectuels africains qui ont fréquenté les mêmes écoles que les intellectuels européens, qui sont des économistes, là, les connaissances pour lesquelles nos États ont payé leurs études là, doivent maintenant servir nos États. Sans brusquer quoi que ce soit, sans violence, sans chercher à défier qui que ce soit. Mais au moins, je suis content que le problème est posé aujourd'hui. Avant, c'était tabou. Maintenant, on en parle à des tribunes internationales. C'est déjà un pas. Donc moi, je suis zen, très heureux. Seulement, quand on veut prendre des décisions qui concernent l'ensemble des populations et la vie des concitoyens, il faut au moins demander leur avis. Et comme ces changements vont bouleverser leurs habitudes, il faut au moins les préparer à tout cela. Parce que tout ce qui est nouveau fait peur et brusque. On veut décider pour nous, mais pourquoi on ne décide pas avec nous? Au moins prendre notre avis. Pourquoi on veut nous coiffer à notre absence, sans même nous demander le genre de coiffure que nous voulons? Vous voyez, quand on parle de tout ça, on dit que non, nous sommes des souverainistes. Moi, je souhaite qu'un cadre plus large soit convoqué pour consulter les uns et les autres, pour que la décision prise et qui engage nos vies soit une décision à laquelle au moins notre avis aura été pris en compte. Vous voyez les pays anglophones qui viennent de produire un communiqué, qui ne se reconnaissent pas dans cette décision-là. J'ai écouté la presse internationale ce matin et les radios internationales, c'est ce qui a été dit. Tout cela n'honore pas l'Afrique. La précipitation est source d'erreur. Cher ami, voilà mon commentaire. Je voudrais vous remercier, monsieur Oro. Vous et l'ensemble des journalistes ivoiriens vivant en Europe, en Occident, vous dis merci d'être venu à l'information. C'est ainsi et seulement ici que l'information peut remplacer la rumeur. Le journaliste, il ne propage pas la rumeur. Le journaliste, il vérifie la rumeur pour la transformer en information. Parce qu'une information est une rumeur vérifiée.
Tout comme les services secrets vous diront qu'une information non vérifiée n'est pas un renseignement. Ce n'est qu'une information. C'est comme ça qu'une rumeur non vérifiée n'est pas une information. Je suis très content que vous soyez venus jusqu'ici à la haie pour le déplacement. Je voudrais vous remercier, je voudrais vous féliciter. J'espère que j'ai été à la hauteur de vos questions. Et je voudrais simplement dire aux uns aux autres que moi je suis sorti de prison. Ce que j'ai vécu, je ne le souhaite à personne. Je ne souhaite plus qu'aucun opposant politique en Côte d'Ivoire soit mis en prison pour ses opinions. Je ne souhaite plus que pour un fauteuil présidentiel, on puisse compter des morts. En 2020, comptons les bulletins et ne comptons pas les morts. Juste parce qu'on a envie de voir l'autre derrière les barreaux. Deuxièmement, évitons d'agiter les peurs du genre, si les autres viennent au pouvoir, ceux qui sont au pouvoir iront en exil. Barack Obama a fini ses 2 mandats aux États-Unis. Il vit encore sur le sol américain, avec Bill Clinton aussi. Et pourtant, Trump gère les États-Unis d'Amérique. Emmanuel Macron vit en France avec le président Sarkozy et le président Hollande. Au Ghana, Jerry Rawlings vit au Ghana et pourtant John Dramani dirige encore le Ghana. Ainsi de suite. Moi je pense qu'il faut que la Côte d'Ivoire puisse être demain citée parmi les pays modèles. Ne jouons pas avec nos constitutions. Oui, il faut faire des élections à un seul tour. Pourquoi nous cherchons à régresser toujours? Je souhaite que seulement ça va rester au stade des rumeurs et qu'on ne va pas nous ramener encore à tous ces problèmes-là. Moi, je lance cet appel. Rassemblons les Ivoiriens de nouveau dans nos différences. Tout le monde ne sera pas FPI. Tout le monde ne sera pas RHDP. Tout le monde ne sera pas PDCI. Tout le monde ne sera pas COGEP. Dans nos différences, bâtissons la Côte d'Ivoire. Je vous remercie.